Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Vinscale. Un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Détours européens avec Nicolas Collin. On peut faire aussi la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire intéresser les investisseurs américains à investir en Europe. Si c'est pas des investisseurs européens eux-mêmes qui vont opérer à l'échelle pan-européenne, les Américains, eux, ça les dérange pas parce qu'ils voient de toute façon l'Europe comme un tout. Les différences culturelles et linguistiques leur échappent complètement. Et donc, on peut jouer de ça. Et au bout d'un moment, émergera ce marché du financement PE/VC pan-européen et ça créera un appel d'air pour des acteurs locaux qui diront bah oui, c'est ça qu'il faut faire en fait. À la croisée entre stratégie, culture et réflexion fondamentale sur l'innovation, nous échangeons avec Nicolas sur de nombreux sujets qui nous amènent à nous poser un peu pour comprendre quelle a été l'émergence des écosystèmes tech en Europe. Nicolas revient sur la manière dont il perçoit le capital risque depuis ces 15 dernières années, mais prend le temps de nous détailler pourquoi, selon lui, cela n'a pas exactement fonctionné comme nous le voulions. Au travers de toute son expérience, ses réflexions, ses essais et ses lectures, il nous permet de nous poser aussi de bonnes questions sur l'évolution de l'Europe, sur les enjeux face aux États-Unis et à la Chine, sur les nouveaux chemins de développement que nous pourrions emprunter et comment le capital risque va probablement évoluer. En filigrane de cette discussion, nous revenons sur l'expérience The Family et certains enseignements qu'il en retire. Un épisode hors série plus long et plus posé qui permet de prendre du recul sur tous ces sujets. J'attends vos réflexions et je vous souhaite une très bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Solène. Merci de m'accorder du temps sur Finscale pour qu'on parle de sujets. Alors, on a décidé de parler de plein de choses, de l'Europe, du VC, des investissements alternatifs. Il y avait plein de sujets que j'avais envie de couvrir, mais on s'est limité à cela. Merci de prendre du temps. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter à l'audience qui, je pense, te connaît, mais je pense sympa de te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui, avec plaisir. Je m'appelle Nicolas, j'ai 47 ans, j'ai marié 2 enfants, j'habite à Munich en Allemagne depuis 2020. Avant ça, j'habitais à Londres et avant ça encore à Paris. J'ai eu 2 segments dans ma carrière. Le premier dans la haute administration où j'ai travaillé au ministère des Finances à Paris et dans un service qui s'appelle l'Inspection générale des finances où on fait des missions pour résoudre des problèmes de politique publique compliqués pour le compte du ministre des Finances en gros. Et ensuite, j'ai travaillé depuis 2010 dans l'économie numérique, d'abord comme entrepreneur pendant 2 ans dans le secteur du social marketing. J'ai créé une start-up qui a un tout petit peu grandi puis qui s'est arrêtée, faute de succès. Et ensuite, plutôt dans le monde du capital risque en tant que fondateur d'un accélérateur de start-up qui s'appelle The Family, qui s'est développé entre 2013 et 2021 entre Paris, Londres et Berlin. Super, merci beaucoup. Alors, tu n'as pas précisé que tu écris beaucoup de choses, tu es très prolifique, tu as une newsletter qui s'appelle European Straits et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui la connaissent au moins, qui ont déjà lu certains de tes articles. Et je trouve que c'est vraiment des articles de fond, toujours très très riches d'informations. Donc voilà, on va plutôt rentrer dans ces éléments-là plutôt que dans le côté entrepreneuriat de ta carrière. J'aurais aimé tout de suite, là, on y va, rentrer dans le vif du sujet et te demander quel est le constat que tu fais sur la situation de l'Europe en ce moment en matière d'innovation et d'investissement dans l'innovation. Alors, le constat, c'est un constat plutôt négatif, plutôt pessimiste. L'Europe, c'est mon sujet, c'est-à-dire j'ai participé à cette aventure de développer The Family qu'on a conçu très tôt comme un accélérateur de start-up pan-européen. Et en parallèle, pour déblayer le chemin, éclairer l'exécution de ce développement d'une entreprise, je me suis beaucoup intéressé à l'Europe dans la réflexion et dans l'écriture, notamment dans cette newsletter que tu as mentionnée, merci, qui s'appelle European Straits, et qui est vraiment focalisée là-dessus. Comprendre l'Europe, comprendre pourquoi l'Europe, de toute évidence, est en retard par rapport à d'autres régions du monde comme les États-Unis, la Chine et même d'autres maintenant, en matière de développement de grandes entreprises numériques. Il y a une décennie faste, qui est la décennie pendant laquelle on a fait grandir The Family, où le présupposé, c'était que pour faire grandir des entreprises numériques en Europe, il fallait appliquer le playbook de la Silicon Valley. Et tout ça nous a emmenés dans des façons de déployer du capital, des façons de mesurer le succès des entreprises, des façons de les valoriser, des façons d'aborder le marketing, la vente, le go-to-market, etc. Et cette parenthèse de 10 ans s'est refermée en 2021-2022
avec, alors je ne sais pas si c'est l'éclatement de la bulle, mais en tout cas, il y a eu un atterrissage assez dur hein, sur les valorisations, sur les levées de fonds, sur les entreprises numériques ont commencé à licencier à tour de bras. À ce point-là, on est obligé de constater que l'Europe n'a pas profité de cette décennie pour faire grandir des entreprises aussi avancées et développées qu'aux États-Unis ou en Chine. Et donc moi, mon constat, c'est que pour l'instant, c'est un échec et que cet échec s'explique essentiellement par le fait on n'a pas fait preuve d'assez d'imagination. En fait, on a cherché à plaquer un mode d'emploi, enfin à appliquer un mode d'emploi qui n'est en fait pas adapté à l'Europe, qui est très différente des États-Unis. Ça marche, ce qui marche aux États-Unis ne marche pas en Europe pour plein de raisons dont on pourra reparler. Et donc maintenant, on est dans un contexte où c'est pas trop tard du tout. Hein. Il y a encore beaucoup d'opportunités qui vont se présenter et beaucoup de choses à faire, beaucoup de leviers à actionner. Mais c'est un contexte où on ne pourra réussir que si on se pose la question de qu'est-ce que l'Europe, en quoi est-elle différente, quelles sont ses caractéristiques propres et quel positionnement stratégique on en déduit pour ce continent qui a encore beaucoup de choses à apporter. Et est-ce que le fait que l'Europe, donc il y a les éléments de différenciation entre ces deux continents, les États-Unis, l'Amérique et puis l'Europe, mais il y a aussi des facteurs démographiques hein, qui peuvent aussi avoir une influence. Est-ce que tu vois d'autres constats comme ceux-là, aussi des différences entre les États membres qui sont quand même assez flagrantes à plein d'égards, que ce soit des éléments culturels, sociologiques, de disparité aussi de langage, de devises, etc. Oui, j'avais écrit d'ailleurs dans European Straits, on en a parlé, hein, on a échangé là-dessus un article, un essai qui s'appelait 10 raisons pour lesquelles l'Europe échoue dans l'économie numérique. Enfin, 10 explications possibles. Hein. Oui. Je dis pas que les raisons sont toutes valides, mais c'est, voilà, 10 candidats. Et je les discute une par une. Au fond, moi, j'ai beaucoup réfléchi sur l'Europe, beaucoup pratiqué l'Europe, beaucoup voyagé en Europe, et notamment dans le contexte de mes activités professionnelles. Euh, la principale caractéristique de l'Europe, c'est sa fragmentation. C'est une fragmentation qui rend les choses plus difficiles parce que elle se manifeste à plein de niveaux différents, en fait. C'est justement pas pour dire que les États-Unis sont pas fragmentés. Les États-Unis sont extrêmement fragmentés géographiquement. D'abord, c'est un immense pays constitué, comme on sait, de 50 États. Chaque État, dans un certain nombre de secteurs, a sa réglementation différente des États voisins. Et les Américains, contrairement à ce qu'on pense, sont pas si mobiles que ça entre les États. En fait, ils sont de moins en moins mobiles. Et donc, les États-Unis, à bien des égards, sont fragmentés, mais l'Europe est encore plus fragmentée parce qu'il y a une sorte d'empilement de la fragmentation à 3 niveaux différents qui sont, d'une part, les règles qui s'appliquent. Hein, les règles sont pas les mêmes en fiscalité, en droit des sociétés, en réglementation sectorielle, en droit financier d'un pays à l'autre, même si l'Union européenne fait beaucoup d'efforts pour harmoniser les règles entre les États membres de l'Union européenne. Mais s'il y avait que ça, on s'en sortirait. Il y aurait des cabinets d'avocats qui se spécialiseraient dans accompagner les entreprises pour justement pour gérer cette disparité des règles d'un pays à l'autre. Mmh. Mais à cela s'ajoutent 2 autres niveaux de fragmentation qui sont d'abord une fragmentation linguistique, le fait que l'Europe politiquement refuse de déclarer qu'une langue va être la langue commune à toute l'Europe, en fait. C'est pour des raisons politiques, c'est parce que le candidat évident à être la langue commune à tous les Européens, ce serait la langue anglaise, mais ce serait inacceptable pour des pays comme l'Allemagne et surtout pour la France que l'anglaise soit consacrée, enfin soit reconnue comme il y a une valeur supérieure à d'autres langues. Et donc il y a un peu ce mythe dans les institutions de l'Union européenne que l'Europe a plein de langues, que c'est comme ça, et que si on veut apprendre à communiquer les uns avec les autres, il faut faire de la traduction. Et tout ça s'instancie dans chaque pays, dans une sorte de résistance à reconnaître que l'anglais, c'est important. Et enfin, bref, on pourra en reparler, mais par exemple, il y a une corrélation très forte entre le fait que les gens parlent mal anglais dans un pays et le fait que les films soient doublés à la télévision et au cinéma dans la langue du pays. Ouais, typiquement plus en France. on double les films,
Voilà, plus on double les films, moins on parle bien anglais. Ouais. Et ça se voit dans le fait que dans les pays, je sais pas, dans les pays scandinaves, dans un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, les films sont pas doublés. Souvent même pas pour des raisons, pas parce qu'un dirigeant politique a dit je veux que tout le monde parle anglais et donc on ne va pas doubler les films. C'est plutôt que la taille critique des locuteurs de la langue locale il représente pas une masse critique suffisante pour justifier l'investissement dans le doublage de tous les films. Et donc, du coup, on leur dit, bah, vous êtes trop petits, du coup, vous allez regarder les films en anglais, on va juste vous mettre des sous-titres dans votre langue, et ça entraîne les gens à apprendre l'anglais. À l'inverse, dans des pays comme la France, l'Allemagne, l'Espagne, il y a une taille critique, et l'Italie, il y a une taille critique suffisante pour doubler, et du coup, les gens entendent beaucoup moins d'anglais, et quand on leur dit, bah, maintenant, il faut parler anglais parce que c'est ça la vie professionnelle, ils se mettent à bafouiller, ils mettent pas les accents toniques au bon endroit, et ils ont du mal, du coup, à faire des affaires à l'international. Donc, il y a cette fragmentation linguistique, et puis il y a une troisième couche qui est en fait beaucoup plus profonde et beaucoup plus difficile à surmonter, c'est la fragmentation culturelle. Et là encore, on pourrait se dire, bon, aux États-Unis, il y a des différences culturelles, il y a le Sud, il y a l'Ouest, il y a Ouais. la Californie, il y a New York, il y a la Nouvelle-Angleterre. Dans chacune de ces régions, les gens se comportent pas pareil, n'interagissent pas pareil, font pas des affaires pareilles. Mais en Europe, c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. Et on s'aperçoit que même quand on parle plus ou moins la même langue, qui est en général l'anglais, quand on essaie de travailler ensemble entre français et allemand, ou entre, j'en sais rien, français et polonais, ou entre polonais et italien, ou que sais-je, il y a quelque chose qui passe pas parce qu'on n'a pas la même manière d'interagir, pas la même manière de faire passer les messages, pas la même manière de négocier, d'arriver à des accords, Ouais. etc. Et au bout d'un moment, il y a une sorte de découragement. Il n'y a pas de roman national. Aux États-Unis, il y a quand même une histoire qui soude tous ces États-là. Oui, oui. Au niveau européen, on a été en guerre pendant des siècles, donc Mm. on a quand même une histoire commune, mais il n'y a pas du tout le même roman qu'aux États-Unis. Non, non, on a essayé de le créer au moment de la chute du mur, la mise en place de l'euro, le traité de Maastricht qui a créé l'Union européenne. Depuis, on met un peu en scène cette gouvernance. Voilà, il y a un président, en l'occurrence une présidente de la Commission, qui a une personnalité, voilà, qui est censée être connue dans toute l'Europe. Il y a une banque centrale européenne avec une présidente de la Banque centrale qui est Christine Lagarde. Donc ça progresse, c'est-à-dire on sent de plus en plus, chaque année qui passe, on sent un peu plus qu'on fait partie de ce grand ensemble qu'est l'Union européenne. Mais c'est vrai que le roman national, c'est plus que ça, c'est plus que la mise en scène d'une gouvernance à Bruxelles, c'est aussi... moi, je prends des exemples tout bêtes en général, mais quand on regarde la télévision en France, en Allemagne, et que juste avant ou juste après le journal télévisé, il y a la météo, ce qui est présenté, la météo, c'est une carte du pays, en fait. Et est-ce qu'il y a des nuages du soleil de l'autre côté de la frontière? On n'en a rien à cirer et c'est pas du tout expliqué. Et donc, il y a sans cesse ce rappel de dire, voilà, vous êtes en France, vous regardez la télévision depuis la France, et donc on va vous parler de la France et le reste, voilà. Mm, Et tout ça, c'est une sorte de boucle. En fait, c'est des boucles qui s'auto-entretiennent les unes les autres entre les réglementations, la langue et la culture. Et ces trois ensemble créent une fragmentation qui est insurmontable et qui complique énormément le fait pour les entreprises qui veulent se développer à grande échelle, de passer à grande échelle. Parce que quand on a démarré dans un pays en Europe, c'est très difficile de prendre pied dans d'autres pays en Europe parce qu'il faudrait surmonter cette fragmentation. Et pour l'instant, j'ai jamais vu. Les Américains savent le faire parce qu'eux, ils arrivent avec une approche américaine en direction de l'Europe. Et ils s'embarrassent pas de la fragmentation, justement. Euh, et d'ailleurs, ils réussissent pas à tous les coups. Mais les Européens, pour se développer en Europe, c'est très compliqué pour les raisons que je viens de dire. Et du coup, ça nous prive de l'avantage de cette taille critique qu'on a en théorie. C'est-à-dire, on est un marché plus grand. Il y a plus d'habitants en Europe qu'aux États-Unis, enfin, dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. Il y a un PIB qui est sensiblement le même. On se prive de cet avantage à cause de la fragmentation. Alors, il y a un des points, je pense que dans un de tes articles, tu parlais de la proximité culturelle avec les États-Unis et que c'était à double tranchant pour l'Europe. Est-ce que tu penses que justement c'est cette proximité culturelle qui a fait que on déploie pays par pays le modèle américain de la Silicon Valley? Ça, c'est la première question. Et deuxième question, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou qu'est-ce qu'on peut changer maintenant pour faire évoluer ce modèle? Oui, alors c'est une bonne remarque. Hein. La proximité avec les États-Unis, on pourrait se dire en théorie c'est formidable, ça nous crée voilà des liens avec un partenaire extraordinaire qui a beaucoup de choses à nous apprendre, qui représente pour des entreprises européennes un immense marché de débouchés, qui représente aussi un accès à du capital, enfin à des marchés de capitaux très profonds.
Mais en réalité, je pense que ça se retourne contre nous de plein de manières différentes. Alors, une manière, c'est ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que comme on est très proche des États-Unis, on a tôt fait de les analyser en fait, et de se dire bon bah puisqu'ils font comme ça, on va faire la même chose chez nous. Et ce faisant, on ignore. On choisit d'ignorer que nous avons beau être proches culturellement des États-Unis. D'abord, la proximité culturelle est toute relative, et en plus. Euh, Nous ne sommes pas pour autant les États-Unis. Donc, ce qui marche là-bas ne marche pas forcément ici. Deuxième raison pour laquelle c'est compliqué, c'est que la proximité avec les États-Unis fait que une entreprise, enfin un chef d'entreprise, voilà, qui crée sa boîte, c'est une start-up, puis ça devient une entreprise qui est prête à voilà passer à l'échelle supérieure, à un niveau de maturité. Cette entreprise va faire des tentatives de se développer en Europe. Donc, elle va passer de France à l'Allemagne ou de la France au Royaume-Uni. Elle va en général échouer ou constater que c'est trop difficile à cause de la fragmentation dont on parlait. Et donc là, il va y avoir en général des investisseurs au board qui vont dire non, non, mais il faut arrêter ça, ces efforts vains pour se développer en Europe. Le vrai marché de débouché, c'est les États-Unis. Et dans ce cas-là, ce qui se passe pour que ça marche, il faut que l'équipe dirigeante de l'entreprise déménage aux États-Unis. En, euh, que pour parler à des clients américains et à des investisseurs américains, ils sont rassurés par le fait que ça devienne une entreprise américaine. Donc, on fait ce qu'on appelle un flip, c'est-à-dire l'entreprise devient américaine et cesse d'être européenne. Et ensuite, il y a une sorte d'incrustation aux États-Unis qui fait qu'il peut rester quelques membres de l'ancienne équipe dirigeante qui sont pas américains, qui viennent d'Europe. Mais fondamentalement, ça devient, pour qu'elle marche, cette entreprise est obligée de devenir très vite une entreprise américaine. Et donc, on peut être là, nous, à Paris ou à Berlin ou à Londres, célébrer, voilà, ceux des nôtres qui sont partis à San Francisco et font des choses extraordinaires là-bas. Mais la réalité, c'est que ces entreprises n'ont plus grand-chose d'européen et ne créent pas forcément beaucoup de valeur localement en Europe. Ouais. Et une troisième raison pour laquelle la proximité avec les États-Unis est dangereuse, ce sentiment de proximité, il joue dans les deux sens. C'est-à-dire, nous, Européens, on se sent proche des États-Unis, mais les États-Unis, quand certaines entreprises commencent à se poser des questions d'expansion internationale, ce qui est en général une condition d'ailleurs pour s'introduire en bourse aux États-Unis, il leur faut prendre pied sur un autre continent. Ils se disent, bon, le plus facile, c'est l'Europe, hein, c'est ce qui me ressemble le plus. Ils consomment déjà nos films, notre culture, à tour de bras. Donc, si on leur met entre les mains des produits ou devant les yeux des produits américains, ils vont tout de suite acheter. Et ça marche. Et donc, on a une sorte de marché européen qui est déjà saturé de produits américains, ce qui est l'inverse de ce que ferait un gouvernement de ce que ferait un pays qui chercherait à développer son industrie locale. Il tenterait plutôt d'ériger des barrières protectionnistes pour empêcher les Américains de venir et garder la place pour des entreprises locales. Et ça n'est pas possible, à la fois pour des raisons de traités qu'on a signés avec les États-Unis dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce qui leur garantissent un accès à notre marché, mais aussi parce que les Américains, quand ils se disent je vais commencer à me développer à l'international, l'étape suivante après avoir conquis le marché américain, c'est toujours l'Europe, et donc on est déjà voilà, on consomme déjà énormément de produits américains, ce qui laisse moins de place à des entreprises européennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Tu parlais d'un manque de créativité. Sur certains pans de l'économie, notamment dans l'industrie, il y a quand même eu une période super faste en France. Donc, d'un point de vue tech, sur tout l'écosystème startup, comment on peut inverser la tendance? Alors, d'abord, le premier message, c'est qu'on peut toujours inverser la tendance, hein. C'est l'histoire de l'économie du développement, hein. Dans le développement économique, il y a les leaders et les followers, ceux qui se développent les premiers et puis ceux qui courent derrière et qui rattrapent. Quand on est leader, on- c'est à la fois très risqué parce qu'on défriche un chemin de développement dans un certain paradigme techno-économique, c'est-à-dire une certaine façon de produire et de consommer qui est encore inconnue. Donc les pays leaders, ils deviennent leaders un peu par hasard parce que les bonnes conditions étaient réunies au bon moment. C'est la Grande-Bretagne qui domine la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'Allemagne qui est tout près de devenir le leader dans l'économie de l'automobile à la fin du XIXe siècle. C'est les États-Unis qui finissent par prendre la place au XXe siècle. Bref, c'est des histoires comme ça, et c'est des pays voilà qui prennent le leadership parce que
parce que les bonnes conditions sont réunies. Mais ensuite, une fois qu'ils ont déblayé le terrain, ou balisé le chemin, plus exactement, bah, tous les autres pays du monde, toutes les autres régions du monde peuvent dire, bon, bah, moi, je vais emprunter ce chemin, en fait, qui est maintenant bien balisé, bien viabilisé. Le playbook est connu, il suffit de faire ça dans tel ordre, etc. Mhm. Et donc, c'est toujours possible. Et l'histoire économique montre qu'il y a plein de pays qui savent se développer en rattrapant les leaders. L'exemple le plus spectaculaire dans la période récente, c'est le développement de la Chine entre les années 70 et l'entrée dans l'OMC en 2001. Mais il y a aussi des histoires un peu moins connues, mais voilà, la Corée du Sud, hein, qui est sortie de la pauvreté pour devenir l'un des pays les plus développés du monde en quelques décennies, Singapour, à une toute petite échelle, plein d'autres exemples. Et donc ça montre que l'Europe, pour en retard qu'elle soit aujourd'hui dans ce nouveau paradigme qu'est l'économie numérique, qui est désormais bien compris, bah justement parce qu'il est désormais bien compris, sur le papier, rien ne nous empêche maintenant d'emprunter ce chemin bien balisé et de rattraper ceux qui sont aujourd'hui les leaders, qui sont les États-Unis et la Chine, à condition. Ça ne veut pas dire que si le chemin est balisé, ça ne veut pas dire qu'on le parcourt de la même façon, Non. parce qu'on n'a pas forcément, enfin, je sais pas, je veux pas filer la métaphore trop loin, mais on n'a pas forcément le même équipement, euh, le, le- la même capacité d'effort, on n'avance pas forcément à la même vitesse. Donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais au départ, c'est que l'Europe doit comprendre ce qu'elle est, et en déduire la façon dont elle peut développer son économie dans ce nouveau paradigme qu'est l'économie numérique. Et la compréhension, si on veut, c'est très vite ramené à cette caractéristique élémentaire et fondamentale de l'Europe qu'est la fragmentation. Et donc la question que devraient se poser tous nos gouvernants, tous nos patrons d'industrie, tous nos économistes, c'est comment on développe des entreprises numériques dans une région riche mais fragmentée comme l'Europe. Voilà. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu penses que des technologies clés comme le quantique ou l'IA, parce qu'il y a quand même une effervescence, alors je pense à la France que je connais bien, est-ce que tu penses que ces technologies peuvent vraiment justement amener à ce genre de réflexion au niveau européen ou ça va à nouveau s'ancrer dans les différents États membres? Alors, moi, je dirais, ça sonne un peu paradoxal, mais je m'intéresse pas énormément à la technologie, en fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le business, voilà, la partie parce que des technologies, il y en a toujours plein sur étagère qui permettent de faire des choses extraordinaires. Mais la réalité de l'histoire économique, c'est que il y a très peu de technologies qui tiennent leurs promesses, au sens où des entrepreneurs s'en emparent munis du capital abondant apporté par des investisseurs, transforment cette technologie en entreprise prospère. Il y a plein de technologies qui restent sur les étagères et dont personne ne se sert jamais, ou plein de technologies qui passent en phase de développement, mais qui trouvent jamais leur équilibre. Hein. Un exemple très connu, c'est les vols supersoniques. Pour l'aviation civile, on a eu le Concorde. Le Concorde n'a jamais trouvé son équilibre économique. La technologie existe, mais bon, voilà, on a juste arrêté de l'utiliser parce que ça marchait pas. En fait, ça tournait pas, ça bouclait pas économiquement. Donc moi, je me force. En fait, d'abord, pour être honnête, ça m'a jamais profondément intéressé. C'est-à-dire, je suis pas un grand technologue, même si j'ai une formation d'ingénieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on fait de la technologie pour en faire des belles entreprises. Et ça. Peu importe où la technologie est mise en œuvre. Ce qui est sûr, c'est que chaque nouvelle vague technologique, comme aujourd'hui l'intelligence artificielle, crée une opportunité de redistribuer l'écart. C'est-à-dire, si l'Europe est en retard et qu'il y a une vague technologique qui arrive, elle peut se dire, OK, cette vague est une opportunité pour nous de remonter dans le train et de commencer à rattraper le retard qu'on a accumulé ces 15-20 dernières années. Mais alors, si tu veux, moi, le parallèle que je fais, c'est que pour moi, l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça arrive dans une économie dans une économie numérique déjà mature, bien comprise, bien cartographiée. C'est-à-dire, faire grandir une entreprise numérique, ça n'a plus vraiment de secret pour personne. Les entrepreneurs savent comment faire, ils réussissent pas à tous les coups, mais ils savent quoi faire, dans quel ordre. Les investisseurs sont très expérimentés, ils ont plein de comparables pour mettre les entreprises dans lesquelles ils investissent sur les bons rails. Et donc, il n'y a plus vraiment de mystère. On n'est plus dans une économie à la frontière de l'innovation. On est dans une économie bien comprise qu'on peut optimiser maintenant. Et pour moi, l'intelligence artificielle, elle arrive à un moment où on a ce besoin d'optimisation. Mm-hmm. Et le comparable historique que je fais,
chaque fois que je parle d'intelligence artificielle ces temps-ci, c'est avec la révolution qui a été apportée par Toyota dans la production automobile sur les chaînes d'assemblage dans les années 70. Et ça montre. Voilà, en gros, l'automobile, tout le monde en avait. C'était une industrie hyper mature, hyper bien comprise. Et puis, il y a des patrons d'industrie japonais qui se sont dit non, on peut faire encore mieux. Et ils ont complètement réinventé la façon d'assembler les véhicules avec le juste à temps, etc., pour diminuer les stocks et faire à la fois de l'optimisation d'ingénierie, de l'optimisation financière. Et ça a marché tellement bien que ça leur a permis de tailler des croupières aux constructeurs américains sur leur propre marché. C'est-à-dire ça, c'est l'époque où les voitures japonaises déferlent sur le marché américain et tout le monde commence à cesser d'acheter des Chrysler et des Buick et commence à acheter des Toyota. Et puis, ça a aussi créé pour les constructeurs européens une opportunité, voilà, de se réinventer eux-mêmes pour reprendre des positions plus solides face aux Américains, en fait. Et donc pour moi, l'IA, c'est ça. Voilà, c'est une nouvelle vague. Tout le monde peut le faire. La preuve, c'est que bon, les États-Unis, ils ont OpenAI, mais nous, en France, on a fait Mistral. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que c'est une percée technologique, une prouesse extraordinaire d'avoir créé ce LLM qui est en dessous de ChatGPT. Et puis ce qu'on voit, c'est que dans les mois qui suivent, tout le monde a son LLM, en fait. Donc, on se dit, bah, en fait, c'est pas si compliqué de créer un LLM. C'est juste, ce qui était compliqué ou ce qui est un coup de génie, c'est d'avoir mis le LLM dans les mains du grand public à travers une interface où on peut simplement interagir avec elle en tapant du texte. Donc ça, bravo. Les Américains l'ont fait les premiers, super. Mais bon, maintenant, ce que je comprends, c'est que les LLM, on sait, tout le monde sait les mettre au point. Et donc, c'est up to everyone de saisir cette opportunité pour reprendre un positionnement plus avantageux. Et donc, de la même façon que dans les années 70, ça a permis aux Japonais de consolider leur positionnement et aux Européens de consolider aussi leur position, l'IA, c'est ça. Voilà, c'est une opportunité, c'est une redistribution de cartes ou un jeu de chaises musicales, voilà, qui est une opportunité à saisir. Après, pour le saisir, il faut des entrepreneurs, voilà, chevronnés, qui savent prendre ça à bras le corps. Et il faut beaucoup de capital et du soutien institutionnel. Et c'est un peu là que ça pêche. Ouais. Alors on reviendra sur ce sujet-là. Encore deux questions parce que je t'ai sous le coude. Comment est-ce qu'on peut valoriser les talents pour éviter qu'ils partent? Et comment est-ce qu'on peut développer cette culture de l'innovation, de l'entrepreneuriat que moi je trouve fascinante aux États-Unis et qui lague en Europe? Tu as des initiatives qui sont, je trouve, sympas où on met en valeur des entrepreneurs de qualité, etc. Mais il n'empêche que cette capacité à prendre du risque, cette capacité à accepter l'échec comme faisant partie du processus manque complètement en Europe. Enfin, moi, c'est ma perception et je pense que c'est la perception de beaucoup de personnes qui nous écoutent. L'Europe, c'est une société, et chaque pays européen, à des degrés divers, c'est des sociétés très stratifiées, très rigides, où chacun a sa place et chacun essaie de monter un peu, mais disons, quand on est à un échelon, on peut en monter un ou deux, mais pas beaucoup plus. Et puis, il y a une sorte aussi de concentration. Alors, il y a très longtemps, j'ai une anecdote à ce sujet. Il y a très longtemps, j'habitais à Paris et j'avais été rencontrer celui qui était à l'époque directeur de Sciences Po, qui est une institution d'enseignement supérieur à Paris, qui s'appelait Richard Descoings, qui est tragiquement décédé en 2011. Mais je l'ai vu quelques années avant sa mort pour aller lui parler, voilà, de comment on lève des fonds pour une fondation qui va accumuler et traiter des données sur les performances du système d'enseignement supérieur pour, en gros, pour casser le monopole sur les données de l'enseignement supérieur en France, casser le monopole du ministère de la Recherche sur les données de l'enseignement supérieur en France. Parce que je sortais d'une mission à l'Inspection générale des finances où j'en étais sorti convaincu que c'était un problème pour améliorer les performances de notre système d'enseignement supérieur, c'est qu'il n'y avait pas assez de données. Et donc, il fallait construire des jeux de données et les faire financer par des privés ou par des donateurs. Donc, je vais voir Descoings, qui levait beaucoup d'argent pour Sciences Po à l'époque, et je lui demande comment on fait, qui s'intéresse à ces sujets, machin. Et il m'a fait une explication. En fait, en gros, il m'a dit, laissez tomber, ça marchera jamais. Et il m'a dit, pour la raison suivante,
c'est que en Europe, les gens qui ont de l'argent, ils ont aussi tout le reste. Ils ont les diplômes, le prestige, le réseau, la reconnaissance sociale. Et donc, ils ressentent pas ce besoin profondément américain d'acheter le réseau, la reconnaissance sociale avec l'argent qu'ils ont gagné comme outsider. Alors, il m'a donné 2, 3 contre-exemples et il m'a dit, bon, je vais pas les citer parce que c'est pas forcément très valorisant pour eux, mais il m'a dit, voilà, il y a simplement quelques entrepreneurs français qui sont sortis de nulle part et qui ont fait des fortunes inattendues et qui, eux, sont sensibles à ça, à avoir leur nom sur un amphithéâtre à Sciences Po, par exemple. Mais il dit, pour les autres, Bernard Arnault, il est polytechnicien, il a hérité du groupe familial. Bon, il est très riche, mais qu'est-ce qu'il a besoin de plus? Enfin, bon, bien sûr, on sait qu'il fait beaucoup de choses, mais, euh, mais il y en a qu'un ou deux qui sont tellement riches qu'ils vont s'acheter des fondations des musées d'art contemporain, refaire la Samaritaine, etc. Formidable. Mais aux États-Unis, il y en a des milliers comme ça, et des milliers euh, et donc, moi, je vois du coup l'Europe comme assez proche de ce qu'était l'Asie de l'Est quand elle a commencé à se développer dans les années 70-80, dominée par des grandes familles. Voilà. En gros, c'est des grandes familles qui ont tout. Ils ont le prestige, le réseau, la reconnaissance sociale, le respect et la richesse. Et du coup, c'est aussi pour ça qu'en Europe, les gens qui lèvent des fonds, que ce soit les fonds de VC ou les entrepreneurs eux-mêmes, ont tous le mot family office à la bouche. C'est il y a des family office, il y a plein d'argent, les grandes familles, machin. Ce qui est quand même, ce qui est vrai, mais ce qui offre à tous les gens qui lèvent de l'argent des contreparties un peu compliquées parce qu'on arrive face à des gens qui ont déjà tout ce qu'ils veulent en fait. Tout ce dont ils ont besoin et qui cherchent simplement à faire des investissements pour préserver, pour perpétuer la richesse familiale de génération en génération. Ouais. Et donc, quand on leur dit il y a des paris extraordinaires à faire dans tel secteur où vous pouvez tout perdre, mais vous pouvez gagner au centuple, ça rentre pas vraiment dans la thèse d'investissement d'un family office dont l'obsession c'est de perpétuer. Ouais, je vois. Et voilà. Et pas de générer forcément des returns considérables. Ce qui est très différent aux États-Unis, où il va y avoir à la fois des grands investisseurs institutionnels comme des fonds de pension, des fonds de dotation, qui eux cherchent des retours sur investissement très très élevés et sont prêts pour ça à prendre des risques, surtout à l'échelle où ils opèrent. Et puis aussi tous ces entrepreneurs qui ont fait des fortunes extraordinaires et qui sont imprégnés de cette culture, voilà, qui disent voilà, je veux financer des choses qui ressemblent à ma propre expérience. Je veux donner leur chance à des entrepreneurs qui vont peut-être faire fortune comme moi. Ça n'existe pas vraiment en Europe parce que ceux qui ont de l'argent ne ressentent pas ce besoin de prendre plus de risques ou de donner leur chance à des gens qui prennent des risques. Voilà. Alors, quelle réforme tu verrais, tu imaginerais, je suis sûre que tu as plein d'idées, justement, pour faciliter l'investissement dans le développement de l'Europe, peut-être réformer l'existant. Il y a quand même des initiatives, moi, que je trouve intéressantes, comme, et d'ailleurs j'ai reçu des personnes du FEI, de la BEI, pour comprendre comment ils investissaient dans l'Europe, quels étaient les différents processus à suivre, etc. Je trouve que c'est déjà des pistes intéressantes. Est-ce que tu partages mon opinion? Et puis, est-ce que tu vois, toi, d'autres pistes et des réformes à apporter dans ce système financier pour revaloriser ces développements, relancer? Alors, je vois 3 idées à ce sujet. La première idée, c'est une idée extrême et irréaliste, c'est de dire que l'Europe devrait faire ce qu'on appelle en économie du développement de la répression financière, c'est-à-dire obliger les détenteurs de capitaux européens à investir exclusivement en Europe, même si ça génère pour eux des retours sur investissement plus faibles. La répression financière, c'est l'un des piliers absolument essentiels du développement économique de la Chine, de la Corée du Sud, du Japon au XXe siècle. C'est en gros de dire, voilà, les gens très riches et les épargnants, d'une manière générale, ont, via les banques auxquelles ils confient leur épargne, ont l'interdiction, en fait, d'investir leur argent qu'ailleurs dans le pays. Et peu importe si ça génère des retours plus faibles, c'est pas le sujet. Mais donc ça, quand je dis c'est réaliste, c'est que c'est complètement irréaliste. Ça veut dire concrètement, c'est-à-dire interdire aux intermédiaires financiers et aux gens qui ont des grandes fortunes d'investir aux États-Unis, par exemple. On leur dit voilà, fini pour vous les returns extraordinaires qui existent dans l'économie américaine. Désormais, vous n'investissez qu'en Europe.
Donc ça, ce serait la bonne chose à faire. C'est le vrai playbook d'une économie qui cherche à se développer, mais à mon avis, ça se fera jamais. Alors, comment on fait dans ce contexte-là? Je pense que on peut faire des petits tweaks, y compris institutionnels et réglementaires, pour inciter à l'émergence d'investisseurs pan-européens. Aujourd'hui, ça fonctionne complètement différemment de ça. C'est, par exemple, pour un cas que je connais bien, mais ça fonctionne pareil dans tous les pays, la BPI France, qui est le principal LP dans les fonds de capital risque en France. Quand BPI France investit, une condition pour de l'obtention de capital de BPI France, c'est que ce capital va être déployé prioritairement sur le marché français, donc dans des startups. Et donc ça, et comme aucun, moi j'en connais peut-être, ça se compte sur les doigts de la main, hein, les fonds de capital risque français qui n'ont pas levé auprès de BPI France. Alors, en général, on peut pas lever un fonds si on n'a pas BPI France, parce que BPI France envoie le signal de dire ok, ces gens sont sérieux, allez-y les autres. Alors c'est pas ce que te dirait Adeline Lemaire, parce que je l'ai reçu sur mon podcast. C'est pas le cas de toutes les sociétés de gestion. Il y en a quand même 600 en France, mais oui. Une grande partie quand même. C'est vrai. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est en fait des leviers institutionnels qui forcent chaque pays à se refermer sur lui-même, en fait. Alors que moi, je dirais que ça doit être l'inverse, c'est-à-dire dans un monde idéal, BPI France ne devrait allouer 30% d'un fonds, faire confiance à une société de gestion, qu'à condition que ce fonds soit déployé, soit déployé de façon beaucoup plus harmonieuse dans toute l'Union européenne. C'est-à-dire, alors je sais pas, après on peut faire du prorata au PIB, c'est-à-dire voilà, sur 10 investissements cette année, j'en veux 4 en France, 3 au Royaume-Uni, 2 en Allemagne et 1 en Pologne. Mmh. Voilà, c'est la condition pour que je devienne LP dans votre fonds. C'est ce que fait le FEI. C'est ce que fait le FEI quand même. Oui, c'est ce que fait le FEI. Mais moi, en gros, j'en vois pas les effets. C'est-à-dire aujourd'hui, les investisseurs sont très provinciaux, en quelque sorte. Et les entrepreneurs locaux vont voir des investisseurs locaux, et ceux qui opèrent vraiment à l'échelle pan-européenne, il y en a pas beaucoup. En tout cas, dans le VC, je connais moins le private equity. Il y en a quelques-uns. Voilà. Et la troisième idée, c'était de dire, à la limite, puisque les marchés de capitaux sont ouverts et que beaucoup d'Européens qui cherchent des retours sur investissement investissent en fait aux États-Unis ou sur les marchés émergents. On peut jouer cette carte dans un sens inverse, c'est-à-dire un entrepreneur européen, il suffit d'aller lever des fonds aux États-Unis, parce que les Américains, ils regardent pas tous l'Europe, mais certains s'y intéressent et certains sont prêts à investir. Et nous, c'est ce qu'on avait fait au tout début à The Family, c'est-à-dire il y avait d'abord, on a commencé dans la première année, on n'était que à Paris, et l'une des choses qu'on avait construit, c'était un pont avec les investisseurs londoniens. On disait aux entrepreneurs français, il n'y a aucune raison de se limiter à lever des fonds auprès de fonds de capital risque à Paris. Il suffit de prendre l'Eurostar et d'aller pitcher des fonds à Londres. Et alors là, les entrepreneurs étaient terrorisés en disant « Ah, mais l'Eurostar, ça coûte cher. Et puis les hôtels à Londres, ça coûte cher. Et puis pitcher en anglais, moi, je sais pas faire. Mon accent est épouvantable, etc. » On leur a dit « Bon, ok, chaque chose, on va régler chaque problème un par un. L'Eurostar, c'est pas si cher. Rester 3 jours à Londres, ça se fait. Et puis, s'il y a un problème de langue anglaise, on va travailler ensemble. Voilà. » Et puis surtout, on faisait les intros. On disait « voilà... on te présente tel et tel investisseur à Londres qui va regarder ton dossier, etc. » Et donc, on a participé, c'est pas nous seuls, mais on a participé à casser un peu ce mur qui séparait Paris de Londres. Et aujourd'hui, c'est vraiment 2 villes qui fonctionnent en osmose, quasiment. Beaucoup d'entrepreneurs français vont lever à Londres, alors je dirais pas que beaucoup d'entrepreneurs londoniens viennent lever à Paris, ça n'existe pas, mais... Voilà. Mais on peut faire aussi la même chose aux États-Unis, c'est-à-dire intéresser les investisseurs américains à investir en Europe. Si c'est pas des investisseurs européens eux-mêmes qui vont opérer à l'échelle pan-européenne, les Américains, eux, ça les dérange pas parce qu'ils voient de toute façon l'Europe comme un tout. Les différences culturelles et linguistiques leur échappent complètement. Et donc, on peut jouer de ça. Et au bout d'un moment, émergera ce marché du financement PIVC pan-européen et ça créera un appel d'air pour des acteurs locaux qui diront « oui, c'est ça qu'il faut faire. En fait, c'est comme ça qu'on sophistique l'Europe en termes financiers et qu'on ménage aux entrepreneurs européens l'accès à beaucoup plus de capital de capital apporté par des gens qui opèrent à une beaucoup plus grande échelle. » Super. Alors moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert la classe active des actifs alternatifs quand j'étais chez UBS et on faisait un tout, si tu veux. C'était Alternative Assets, on en mettait peut-être 5-10% dans les portefeuilles. Et j'ai découvert finalement le private equity. Je connaissais
donc très très mal cette classe d'actifs. Je faisais un tout, je mettais tout dans le même sac, le VC, le PE, le growth, etc. Ça faisait partie de la classe private equity. Et donc, l'image que j'avais du VC il y a une dizaine d'années, c'est pas du tout celle que j'ai découverte en réalité. Pour moi, le VC, c'était vraiment de l'investissement sur des marchés plutôt de niche, pour des technologies hyper pointues qui nécessitaient énormément de capitaux sur beaucoup d'années. Et quand je suis arrivée, donc, il y a une dizaine d'années dans cet écosystème tech, en fait, j'étais très surprise de voir les fonds se développer et investir dans ce qui ne me semblait pas être de la technologie de pointe. Qu'est-ce que c'est que pour toi le VC et comment il a évolué ces 15 dernières années pour passer de cette image que moi j'avais, qui est peut-être erronée à l'époque, d'investissement de niche à quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus large et qui mixe un peu des pommes et des poires sur plein de verticales et de secteurs différents? Je pense que c'est une analyse pas juste. Le VC a connu une inflexion qui s'explique d'une façon très simple, c'est il s'est laissé emporter par la transition numérique. C'est-à-dire, dans les années 90, le VC était pas énorme aux États-Unis et microscopique en Europe. Et c'était des gens qui s'intéressaient à du transfert de technologie, à de la recherche fondamentale, susceptible d'application grand public, mais avec des risques considérables. Et ensuite, l'une des technologies qui intéressait certains VC, c'est-à-dire l'informatique et les réseaux, en gros, le numérique, tout d'un coup est devenu mainstream, c'est-à-dire a commencé à rentrer dans tous les secteurs, à transformer la façon de produire, de consommer, les modèles d'affaires, etc. Et en fait, les VC, sans voir qu'ils changeaient complètement de terrain, d'environnement, de modèle financier, se sont laissés entraîner en disant, bah, on a financé voilà, la micro-informatique quand elle en était encore à ses balbutiements, et maintenant qu'elle est devenue mainstream et qu'elle transforme des industries entières, ben on va continuer de financer les entreprises qui utilisent ça. Mais ce faisant, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que c'est d'abord qu'ils ont cessé de financer de la technologie pour financer de l'application de technologie à grande échelle, ce qui est en fait pas le même métier. Et le second demandant beaucoup plus de capital, en fait. Et ensuite, ce qu'ils n'ont pas vu non plus, et qui explique l'atterrissage un peu brutal des 2-3 dernières années, c'est que à force d'être mainstream, cette technologie est devenue complètement dérisquée, en fait. Aujourd'hui, toute entreprise est numérique dans une certaine mesure, et tous les incumbents qui ont semblé se voir tailler des croupières par les nouveaux entrants purement numériques ont simplement absorbé ce qu'il fallait faire en termes de numérique et repris leur position initiale. Oui. Ça se voit dans plein de secteurs. Un secteur emblématique, c'est... voilà, on s'est dit Uber va faire disparaître toutes les compagnies de taxi, toutes les sociétés de taxi, et puis en fait, les taxis, bon, avec plein de façons plus ou moins... en dessous de la ceinture, etc., ont repris leur position et aujourd'hui, enfin, Uber existe toujours, mais c'est devenu niche sur le marché, quoi. Ou bien un autre exemple, c'est voilà, on s'est dit Netflix va faire disparaître la télé et le cinéma et tout le monde entier va être sur Netflix. Et puis Disney a dit bah non, nous on va faire la même chose. Ils ont fait Disney Plus et ça cartonne. Donc, ce faisant, en fait, les VC, et pendant ce temps-là, les VC ont continué de financer ces entreprises qui, en fait, faisaient des choses complètement normalisées, bien comprises. Et donc, c'est comme si voilà, un peu le cliché des livraisons de repas à domicile ou des courses en 10 minutes, enfin, la livraison de courses en 10 minutes. Et quand on prend du recul là-dessus, on se dit, mais est-ce que c'est du VC, ça, en fait? C'est comme si des VC finançaient des franchises de restaurants. Une franchise de restaurant, c'est risqué de lancer une franchise de restaurant. Il y en a plein qui se lancent, il y en a plein qui échouent. Mais le risque, c'est inhérent au monde des affaires, pas seulement parce que les VC financent traditionnellement. Et donc, je pense que les VC ont fini par perdre de vue voilà, ce qu'ils étaient censés financer et à se mettre à financer un peu tout sous prétexte qu'il y avait un peu de numérique. Ouais. Et ce faisant, ils sont rentrés dans des entreprises dont les modèles de développement et les promesses de return sont pas du tout compatibles avec ce qu'attendent les LPs qui ont apporté du capital à ces sociétés de gestion.
Et donc l'atterrissage, voilà, et on a tous été pris par ce sentiment, voilà, que le VC dévorait le monde. En fait, moi-même, j'ai écrit à ce sujet, j'appelais ça la diffraction du VC, c'est-à-dire le VC va s'instancier dans toutes les classes d'actifs et profondément transformer la façon dont on investit sur les marchés obligataires, sur les marchés d'actions, sur les marchés dans l'immobilier, etc. Il y avait une espèce de folie des grandeurs en disant, voilà, le VC est la nouvelle matrice dans laquelle va être réinventé l'ensemble du système financier. Et puis en fait, non. En fait, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que non, les vétérans des classes d'actifs qui ne sont pas du VC ont repris le contrôle. Enfin, pour certains d'entre eux, se sont aventurés dans le VC, ont perdu des plumes. Ouais. Pour d'autres, ont simplement attendu que les VC prennent le mur et ensuite repris le contrôle de leur place d'actifs en disant, bah non, investir dans des classes d'actifs qui ne sont pas de la technologie de rupture, c'est un métier et ça se finance pas comme le font les VC, c'est-à-dire en jetant de l'argent par les fenêtres et en finançant de la croissance à tout prix sans profitabilité. Alors, ça va être quoi le VC dans quelques années? Tu vois que ça a évolué comment? Retour aux roots, aux racines? Oui, moi je vois le VC se scinder en trois segments. Enfin, le VC tel qu'il existait en 2021-2022, et le processus a déjà commencé, c'est-à-dire voilà, les valos sont effondrés, les reports ont commencé de refléter la vraie valeur des entreprises, les LP sont fâchés, il n'y a plus de liquidité, c'est la catastrophe, bref. Et dans ce contexte-là, certains vont arrêter, vendre leur portefeuille, d'autres vont se repositionner d'une façon qui reflète mieux ce qu'ils ont en fait ces dernières années. Et donc, ils vont se positionner sur trois segments. Il y a les VC qui vont rester fidèles à la tradition du VC, c'est-à-dire on finance de la technologie de rupture, dont les applications sont encore incertaines, mais si cette technologie trouve une application de marché, alors les returns sont considérables. Donc plutôt sur des Et secteurs ça, comme le quantique, la space tech, etc. voilà, La deep et tech. climate tech aussi, voilà, deep tech. Voilà, deep tech, c'est exactement le label qu'ils ont inventé pour dire ah mais nous, on reste fidèle à ce qu'a toujours fait le VC, c'est-à-dire on s'intéresse à des gens dans des labos qui mettent au point des trucs que personne ne comprend, voilà. Donc ça, c'est un premier segment, mais qui va retrouver sa taille microscopique, en fait, notamment à l'échelle de l'allocation de capital dont tu parlais chez UBS. C'est-à-dire, si on met 10% en alternatif, le vrai VC, c'est un pouillème de ça, quoi. Ensuite, il y a un second segment que je trouve assez intéressant, qui est le SaaS, Software as a Service. Parce que le SaaS, c'est bizarre. On se dit, sous prétexte que c'est du logiciel, les entrepreneurs se présentent comme des grands innovateurs. Mais en fait, le SaaS, c'est un truc qui est aujourd'hui ultra normé. C'est-à-dire, tout le monde a des matrices, des modèles, des comparables. On sait mesurer la LTV, le CAC, le MRR, etc. Et en gros, un bon investisseur aujourd'hui, c'est un peu comme une franchise de restaurant, en fait, de ça. C'est-à-dire, tu mesures la performance au début et tu sais prédire à peu près si ça va cartonner ou pas. Voilà. Ouais. Et donc, pour moi, ça, c'est intéressant. Il y a sûrement beaucoup d'argent à faire, mais c'est pas du VC. Le VC, c'est la technologie de rupture dans des labos. Ça, c'est plutôt, voilà, on applique des modèles financiers ultra robustes, qui sont des bonnes pratiques de marché, à mesurer les performances précoces des entreprises qui se lancent sur des marchés dont on sait qu'ils seront toujours très concentrés parce qu'il y a une prime, il y a toujours des dynamiques de winner takes most sur les marchés de software as a service. Ouais. Donc, il y a un risque. C'est-à-dire, mais bon, c'est exactement comme les franchises de restaurants. C'est-à-dire, si on parie sur qui va vendre des burgers à grande échelle, il y en a un qui domine, c'est McDonald's, et puis derrière, il y en a un qui est un peu la traîne, c'est Burger King, et puis tous les autres, ils sont condamnés à disparaître, sauf sur des micro-niches qui sont les burgers bio, les burgers végétariens, machin. Voilà, donc quand tu es investisseur spécialisé là-dedans, tu sais mesurer à un moment donné lequel il faut soutenir et lequel il ne faut pas soutenir. Donc le SaaS, c'est pareil. Donc est-ce que ça s'appellera toujours VC? Peut-être, parce que c'est une appellation qui a beaucoup de prestige, qui impressionne, voilà, qui permet d'attirer les talents. Mais en réalité, pour moi, c'est pas du tout du VC, c'est du PI spécialisé sur un segment de l'économie important, qui est le SaaS. Voilà. Ouais. Et puis le troisième segment, c'est du VC qui va cesser de s'appeler du VC, parce que c'est des gens qui font pas du VC, qui font du PI et qui vont devoir justement commencer d'appliquer des méthodes et d'utiliser des outils qui sont propres au PI, et notamment à faire beaucoup plus attention à
la capital efficiency, à la profitabilité, à la capacité à dégager des excess cash flow pour rembourser les investisseurs de façon récurrente et dans des délais plus courts. Et ça, enfin, moi, j'appelle ça, enfin, je trouve ça marrant en fait, mais il y a tout un pan de cet univers où des startups qui ne sont pas des startups ont levé des fonds auprès de VC qui ne sont pas des VC. Voilà. Et aujourd'hui, tous ces gens-là sont en train de se rendre compte, OK, j'admets, je suis pas vraiment une startup. Je me suis appelé startup parce que c'était cool, mais en fait, je suis juste une entreprise qui cherche à développer une activité Ouais, dans un secteur bien compris et ouais, ultra normé ouais, où les facteurs clés de succès sont pas si mystérieux que ça, en ouais, fait. tout à fait. Et puis le VC va dire, bah, ça tombe bien que tu sois pas une startup parce que moi, je suis pas Voilà. vraiment un VC non plus, en fait. Donc, continuons à faire ensemble et débarrassons-nous de ces étiquettes qui ont été cool à une époque, mais qui sont aujourd'hui, et assumons qui nous sommes. Merci beaucoup, c'était hyper intéressant. J'aurais aimé juste parler un petit peu de toi et clôturer sur The Family, puisque il y a eu un jugement il n'y a pas très longtemps et j'aurais aimé savoir de quelle manière ça vient clôturer ce chapitre chez toi et quelles leçons tu en retires. Oui, et bien sûr. Alors, l'histoire de The Family, c'est fini de façon assez triste. Enfin, pas tout à fait fini, évidemment, parce que The Family, c'est une société qui a fait grandir un portefeuille dont la durée de vie va encore être très longue parce que c'était des prises de participation très précoces dans des entreprises qui n'ont pas encore révélé tout leur potentiel. Donc aujourd'hui, mais The Family a cessé de développer ce portefeuille en 2021, à une époque où on a dû se séparer de l'un des cofondateurs, dont on a découvert qu'il avait en fait détourné de l'argent d'un certain nombre de véhicules d'investissement, créant un préjudice pour ces véhicules, pour tous leurs actionnaires, sur lesquels il fallait lui demander des comptes. Et donc, ça nous a obligés à voilà, réallouer nos ressources dans un contexte où bah, la confiance était un peu rompue avec les très nombreuses parties prenantes qui faisaient le succès de The Family, hein, des investisseurs, des entrepreneurs, des interlocuteurs institutionnels dans le monde des grandes entreprises, des pouvoirs publics, des médias, du monde académique. Voilà, The Family, c'est tout ça en fait. Et tout ça se développait au même rythme. Et quand une affaire comme ça arrive, c'est pas possible de continuer en fait. Donc, on a dû se résoudre au fait qu'il fallait se concentrer sur 3 chantiers qui sont, un, gérer ce portefeuille, ce qu'on continue de faire et ce qui est très intéressant. Deux, restructurer ce groupe qui était The Family pour réduire la voilure et l'adapter voilà, au contexte d'aujourd'hui. Et puis 3, demander des comptes sur ces détournements de fonds et là-dessus, dans un contexte géographique et judiciaire un peu compliqué, parce que c'est arrivé ça engendre plein de frontières. Les principaux véhicules lésés étaient immatriculés aux îles Caïmans par quelqu'un qui aujourd'hui habite à Dubaï, mais a aussi détourné de l'argent au profit de ces sociétés holding qui sont immatriculées à Hong Kong, etc. Et donc, l'un des univers que j'ai découvert récemment, c'est le contentieux transfrontière, en fait, et voilà, tous les choix, les arbitrages qu'il faut faire sur où est-ce qu'on va demander des comptes, quel tribunal on va saisir, avec quel cabinet d'avocats on va travailler. Et ça me permet, alors et dans ce contexte-là, on a obtenu un premier jugement désormais définitif aux îles Caïmans qui rembourse qui condamne notre ancien collègue à rembourser 7,3 millions d'euros plus les frais d'avocat, c'est-à-dire les montants détournés au profit au préjudice de 6 véhicules d'investissement. Et puis la perte de chance que ça a provoqué parce que les investissements n'ont pas été faits et du coup il y a des Ouais. plus-values qui ne pourront jamais être réalisées. Donc maintenant, on a ce jugement, ce qui était un point d'inflexion très important parce que ça permet de clôturer un premier chapitre. Ensuite, un jugement comme ça, il faut l'exécuter. C'est un jugement des îles Caïmans où la partie adverse ne possède pas d'actifs, donc il faut maintenant exécuter partout où il a des actifs, donc c'est-à-dire des tribunaux. Voilà. Et donc moi, la grande leçon que ça m'a appris tout ça, c'est que et ce que j'ai découvert, parce que beaucoup de gens sont venus me parler dans le contexte de cette affaire, en fait, à dire bah oui, moi il m'est arrivé la même chose. Ou, voilà, beaucoup de gens s'ouvrent en fait de choses qui sont en général restées confidentielles, mais qui sont très similaires. Euh, et que voilà, les affaires comme ça sont pas le quotidien, mais sont fréquentes dans le monde des affaires. On n'en parle pas toujours. Qu'elles se résolvent de plein de manières différentes, soit à l'amiable dans le cadre de transactions, soit au contentieux. Et que quand on arrive au contentieux, la capacité à trancher des litiges comme ça et à sécuriser des actifs
qu'il faut recouvrer est un élément absolument crucial de compétitivité économique. Et de ce point de vue-là, ayant maintenant interagi avec les systèmes judiciaires au Royaume-Uni, où est immatriculée notre société mère, aux îles Caïmans, où ont lieu ces détournements, en France, où il y a un volet pénal, et puis aux États-Unis et ailleurs, je peux dire que les systèmes judiciaires, enfin la capacité, voilà, à trancher des litiges vite et en phase et au bon rythme par rapport à ce qu'est la vie des affaires, c'est un élément crucial de compétitivité. Et de ce point de vue-là, la France et l'Europe continentale sont très, très à la traîne par rapport au monde anglo-saxon. D'accord, parfait. Et alors, dernière question, quels sont tes projets alors ? Je suis encore très pris par tout ça, par les trois chantiers que j'ai dit, hein, et gestion de portefeuille, restructuration contentieux. Et l'un de ces chantiers, la gestion de portefeuille, va durer, comme je l'ai dit, très longtemps. Donc moi, je me repositionne. J'ai un peu une liste de critères dans ce que je cherche pour la suite, mais j'ai des discussions déjà fructueuses qui vont probablement me faire rester dans l'univers financier, de l'investissement, mais probablement changer de classe d'actifs, c'est-à-dire d'une certaine manière, je vais essayer de me mettre en phase avec ce que je pense et ce que j'ai écrit, c'est-à-dire le VC est en train de se ratatiner et de revenir à sa niche, qui est l'investissement dans les technologies de rupture, le vrai VC. Ces technologies, comme je l'ai dit, sont pas la dimension qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la transition numérique, dans l'économie numérique, c'est la façon dont elle transforme toute l'économie. Ouais. Et donc, on est plus dans des univers qui sont de private equity traditionnels ou les marchés d'actions, enfin les marchés cotés, voilà. Donc, j'en dis pas plus parce que pour l'instant, moi j'ai des discussions très préliminaires avec des interlocuteurs de confiance, mais on en saura plus dans les prochains mois. Voilà ce qui m'intéresse. Voilà. Ok. Bon Nicolas, mon mot de la fin, c'est toujours une recommandation d'un ouvrage ou d'un podcast ou d'une newsletter. On a déjà parlé de la tienne. Qu'est-ce que tu nous recommandes pour clôturer cette discussion ? Alors, honnêtement, dans le contexte de cette affaire The Family, je me suis beaucoup intéressé à des histoires similaires, en fait. Et donc, je recommande un livre sur un scandale qui s'est passé de détournement et de blanchiment d'argent dans un grand fonds d'impact basé à Dubaï qui s'appelle Abrage. Et c'est un livre qui s'appelle The Key Man, écrit par deux journalistes vétérans, l'un du Wall Street Journal et l'autre du Financial Times, je crois. Et qui est un livre vraiment très bien mené et vraiment exemplaire sur comment des malversations peuvent arriver, y compris dans des environnements extrêmement institutionnels où se retrouvent les plus grands noms de la finance. Et ça, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Mais aussi, si je peux me permettre une deuxième recommandation, je me suis beaucoup intéressé récemment, pour des raisons un peu contingentes, au secteur de la fracturation hydraulique, les gaz et pétrole de schiste aux États-Unis. Parce que voilà, avec la fin des grandes aventures dans le numérique, même s'il y a l'intelligence artificielle, j'ai commencé à me demander où sont les nouvelles frontières, où est-ce que l'économie va être chamboulée en profondeur. Et l'énergie, évidemment, est un segment où les choses ont énormément changé ces 10-15 dernières années, mais quasiment dans l'indifférence générale. C'est-à-dire les États-Unis sont devenus indépendants du point de vue de l'approvisionnement énergétique en pétrole et en gaz, grâce à une sorte de miracle qui est des entrepreneurs complètement fous qui se sont imaginés qu'on pouvait aller fracturer des roches très profondément dans la terre et qui ont levé pour ça, mais littéralement des centaines de milliards de dollars à Wall Street, qui savaient plus quoi faire de son argent après la crise financière. Et donc je me suis dit, faut que je m'interroge, faut que je comprenne mieux qu'est-ce qui s'est passé là, parce que c'est quand même un chamboulement économique, géopolitique et financier qui est arrivé sans que personne n'en parle, sauf en Europe. On s'est dit, le pétrole, le gaz de schiste, c'est mal parce que ça pollue l'environnement. Puis on n'a pas dit grand-chose de plus, en fait. Ouais, c'est vrai. Et donc j'ai lu des livres là-dessus, dont un qui est assez ancien, qui s'appelle The Frackers, et qui sont absolument sidérants parce que c'est vraiment... on se dit la Silicon Valley, c'est incroyable, mais alors ça, les espèces de fous furieux qui vont fracturer des roches au fin fond de l'Oklahoma, du Texas, du North Dakota, avec des centaines de millions à leur disposition, c'est vraiment une aventure entrepreneuriale exemplaire de ce que sont les États-Unis. Ouais. Voilà, qui nous fait réfléchir à... Donc, je recommande ça, voilà, The Key Man pour ceux qui s'intéressent aux malversations financières et comment on les résout. Et puis, The Frackers
pour ceux qui veulent un petit cours de rattrapage sur la fracturation hydraulique et les changements géopolitiques dans le secteur de l'énergie. Merci beaucoup Nicolas, c'était super intéressant. Merci. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!